avec la hausse des taux d'intérêt, la France peut-elle se retrouver en faillite? Quels sont les risques d'une crise monétaire? Est-ce qu'on pourrait arriver à celle subie par la Grèce il y a 15 ans? Comment financer, ça c'est très important, les transformations indispensables de notre société dans de telles conditions? Avant d'en débattre, Cécile Cixous tente d'escalader le mur de la dette française. C'est un record, une explosion. La dette publique en France a dépassé la barre symbolique des 3 000 milliards d'euros. Elle représente aujourd'hui plus de 110% du PIB, ce qui place la France dans le top 3 des pays les plus endettés en Europe, derrière la Grèce et l'Italie. Pour redresser la barre, le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'est dit prêt début janvier à prendre des décisions difficiles. Je rappelle que nous devons trouver au minimum 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Appelons donc un chat en matière de finances publiques. Le plus dur est devant nous. Le pire reste à venir, pas vraiment pour le sénateur communiste Éric Bocquet. Lui voit dans cette annonce une stratégie du gouvernement pour mieux faire accepter ces réformes par les Français. Il y a le discours anxiogène, celui qu'on entend, attention, la dette, sous-entendu on va mourir, et puis un discours culpabilisateur. Vous endettez vos enfants, vos petits-enfants, c'est scandaleux ce que vous faites, c'est ça que les gens entendent. Donc les gens culpabilisés et inquiets, peut-être qu'ils seront plus aptes à accepter les réformes qu'on veut leur imposer. Pour la sénatrice Christine Lavarde, le boom de la dette doit être stoppé car elle coûte cher et représente une trop grosse partie des dépenses de l'État. Et c'est vrai que dans les quelques années qui sont derrière nous, s'endetter était quasiment gratuit. Sauf que maintenant, avec la remontée très rapide des taux d'intérêt, le poids de la dette coûte beaucoup plus cher. Et d'ailleurs, on le voit, puisque aujourd'hui, le budget que l'État doit consacrer uniquement au paiement des intérêts, même pas au remboursement du capital, vraiment le paiement des intérêts, excède. Il ne reste plus que le budget de l'éducation nationale qui est supérieur. L'Europe, moins regardante sur les règles budgétaires depuis la pandémie, a repris son rôle de gendarme depuis le 1er janvier dernier. Si la France ne fait rien, elle pourrait donc se faire épingler par Bruxelles. La France peut-elle se retrouver en faillite? On en débat avec Christine Kerdelan. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste économique et écrivain, auteur de Ces milliardaires plus forts que les États. C'est aux éditions de l'Observatoire. Didier Rambaud, bonsoir. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes sénateur Renaissance de l'Isère et vice-président de la Commission des Finances. Jésabelle Coupet-Soubeyran, bonsoir et bienvenue. Maîtresse de conférences d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, conseillère scientifique à l'Institut Veblen et auteur de ce livre Le pouvoir de la monnaie. Aux éditions Les Liens qui libèrent. Émilie Zapalski, éditorialiste politique, est restée à mes côtés. Pourquoi ce titre? Parce que je fais référence évidemment à cette phrase de François Fillon: « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Il était alors Premier ministre, elle date de novembre 2011. Christine Kerdelan, on n'a pas vraiment le sentiment que ça s'est arrangé depuis. Est-ce que notre niveau de dette est historiquement haut? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Alors, sauf à revenir après 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, puisque là on s'était beaucoup endetté, ou à revenir à l'époque de Louis XVI ou de Colbert, Sully, etc. Mais sinon, si on regarde depuis l'après-guerre, effectivement, c'est un niveau historique. On n'a jamais, aussi bien en volume, enfin, on est à 3 088 milliards d'euros, ce qui est quand même spectaculaire, et on est à 111,7% du PIB. Et ça aussi, c'est historique. Donc oui. Qu'est-ce que vous répondez à la question, la France? Enfin, est-ce que finalement Emmanuel Macron ou Gabriel Attal sont à la tête d'un État en faillite? Bon, on est en faillite depuis, je crois, 1974, qui est la dernière année où le budget a été positif, le budget de l'État. Depuis, on a toujours été soit à peu près à l'équilibre, soit en négatif, autour de 3% les dernières années du mandat François Hollande. Et puis depuis 2019, largement au-dessus de 3% de déficit. Donc oui, on est en faillite, mais on est peut-être too big to fail. Mais ça, c'est trop gros pour mourir. Mais on va évidemment le détailler, ça va être le thème principal de notre débat. Et on reparlera des agences de notation, parce que c'est un des éléments intéressants de dire. En votre avis, la question principale de notre débat, volontairement, elle est un peu piquante, la France en faillite. Non, je trouve que le terme est peut-être encore excessif, si je peux me permettre de reprendre. On n'est pas en faillite depuis 1974. On a effectivement un budget de l'État qui est en déficit depuis 1974. Toute la question, c'est de savoir
dans quelle mesure ce déficit est acceptable pour nos finances. Et puis ce sentiment de fatalité, quoi. Enfin, ça ne peut pas être une fatalité, quoi. Ah non, c'est clair que je crois que, d'ailleurs, je me réjouis de ce débat, parce qu'il faut reconnaître que dans l'opinion publique, et même au niveau de la classe politique, on n'est pas beaucoup intéressé par ce thème. Hein. On le fuit, hein, on laisse filer. Hein, voilà. Ce qui compte, c'est effectivement de donner satisfaction à tous les corporatismes possibles, toutes les revendications, tous les sujets qu'on peut aborder. Et donc, on le fuit, ce débat. Mais effectivement, je crois que là maintenant, par contre, je suis d'accord, on est au pied du mur. Et il est temps de rectifier. Le mur de la dette, regardez l'évolution de la dette publique française depuis l'an 2000. On était à 870 milliards à l'époque et donc 3088 milliards aujourd'hui. Isabelle Coupet-Soubeyran, quand on regarde ce graphique, est-ce que c'est un toboggan infernal? Comment vous qualifiez cette situation de la dette française? De crise en crise, effectivement, la dette publique a augmenté. C'est-à-dire que là, ce que nous voyons à travers cette évolution, c'est ce qui s'est passé après la crise financière de 2007-2008, ce qui s'est passé avec la pandémie et la nécessité, effectivement, de mener, si vous voulez, une politique budgétaire assez intense, beaucoup plus d'ailleurs pendant la pandémie que pendant la crise financière. Est-ce que c'est une maladie française? Mais ce qui est intéressant, finalement, dans la façon dont vous posez la question, ce sont les éléments de langage là, que vous mettez en avant. Vous vous demandez si on est dans un État en faillite. Au fond, vous voyez, ces éléments de langage traduisent un peu l'ordre auquel la dette nous soumet. C'est-à-dire que lorsque les États se finance en empruntant sur les marchés financiers, lorsque le financement passe par la dette, la dette, ensuite, constitue un moyen de pression pour pouvoir orchestrer des politiques de réduction de la dépense. Alors, je ne suis pas en train de dire non plus, si vous voulez, qu'il faut fermer les yeux sur cette ascension. Je pense d'ailleurs que lorsque la dette est contractée sur des marchés financiers, effectivement, on a une contrainte de soutenabilité de cette dette. Sinon, à un moment donné, les investisseurs peuvent paniquer, avoir un comportement de défiance. Et on peut tout à fait être exposé, et on l'a déjà vécu, à une crise de la dette souveraine. La zone euro a affronté ça. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il faut fermer les yeux sur cette ascension continue de la dette, mais il faut quand même aussi s'interroger sur la pression que ça installe. Et moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, ce sont les dépenses qu'il nous faudrait réaliser, les dépenses publiques qu'il nous faudrait réaliser, les dépenses d'investissement pour transformer nos économies. Alors, ça, on y reviendra un peu plus tard. Voilà. Je tiens, en général, dans mes débats, je tiens mes promesses. Donc, ce thème-là, je l'ai prévu et évidemment, il est très important. Vous vouliez intervenir. Mais justement, moi, je ne me poserai pas la question dans ce sens, est-ce que l'État est en faillite, mais est-ce que notre modèle social et économique qu'on choisit en fonction du contexte et de la conjoncture, est-ce qu'il est tenable, est-ce qu'il est soutenable, est-ce qu'il est rentable? Comme n'importe quelle entreprise se pose la question de son modèle économique et de voir s'il est tenable. Je prends un exemple simplement. Avant la crise Covid, les taux d'intérêt étaient plutôt à la baisse. Et si, je fais ça sous votre contrôle, si je comprends bien, on empruntait de l'argent un peu pas cher, à tel point que certains organismes comme France Stratégie disaient « Allons-y, prenons de l'avance sur la transition énergétique, parce que pour l'instant, l'argent coûte pas très cher. » Et on n'a pas su le faire, alors qu'on a emprunté énormément pour financer le Covid. Donc, est-ce que nos modèles sont pas ajustés pour justement jouer sur ça? Est-ce que nos modèles économiques et sociaux français, qui sont qui dépensent beaucoup, est-ce que c'est tenable? Est-ce qu'il faut faire des choix au-delà de la pression conjoncturelle? C'est peut-être ça qu'il faudrait questionner, parce qu'on a fait des choix et c'est la philosophie française. Mais est-ce qu'on peut les assumer tout le temps, ou est-ce que de manière maligne, on pourrait les financer de temps en temps comme un bon ou une bonne mère de famille si le taux d'intérêt baisse? Sauf que évidemment, parce que moi effectivement, je réagis un peu comme je regarde mon budget, je me dis voilà, c'est horrible. Évidemment, on ne fait pas la même chose avec un État. Bon, on va rappeler quelques bases économiques quand même. Non, on ne fait pas la même chose avec un État parce que c'est la France. Mais certains États ne peuvent pas du tout être en déficit parce qu'ils ont du mal à se financer sur les marchés financiers. Des États africains ou même la Grèce encore aujourd'hui. Heureusement qu'elle a l'Europe derrière elle, mais c'est plus compliqué de se financer. Alors quand on est la France, il y a un beau marché, ce qu'on appelle le marché de la dette, qui est abondant, et puis on est un État a priori solide. Donc les gens ont confiance et achètent nos obligations du Trésor.
mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et ça ne va pas forcément durer éternellement. Alors, et ça suppose de rembourser tous les mois, c'est ce qu'on appelle la charge de la dette. Bruno Le Maire voudrait bien stopper l'hémorragie, surtout avec ces taux d'intérêt qui ont flambé depuis 2 ans. Et cette charge de la dette, écoutez-le, elle lui fait mal au cœur. Moi, je vais vous dire, ça me fait mal au cœur d'avoir une charge de la dette qui soit aussi élevée. Car c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ça suffit. Et je le dis à tous ceux qui nous disent « mais dépensez plus, pas de problème avec la dette, endettez-vous davantage ». Mais quand on a des taux d'intérêt à 4%, c'est totalement irresponsable de plaider pour un alourdissement de la dette et de la charge de la dette. Cet argent-là, moi, je veux l'employer pour la décarbonation, je veux l'employer pour ma prime réno, je veux l'employer pour la rénovation des bâtiments publics, je veux l'employer pour le financement des véhicules électriques et de l'industrie verte en France. C'est ça l'argent bien employé. Bruno Le Maire qui promet 12 milliards d'euros d'économies pour 2025. Didier Rambaud, où peut-il les trouver? C'est-à-dire qu'il y a le déclaratif et puis ensuite il y a ce qu'on va réussir à faire. D'abord, il faut regarder un petit peu ce qui a été fait ces dernières années. Je crois qu'il y a quand même des réformes structurelles qui ont été engagées. La réforme des retraites. Voilà, on l'a peut-être mal expliqué l'an dernier quand on a voté cette réforme, parce qu'avant tout, rappelons que, quand même, que les dépenses sociales représentent à peu près 50% de nos dépenses publiques, et les paiements des retraites, c'est à peu près 50% des dépenses sociales. Donc c'est déjà, commençons par maîtriser ces retraites, l'assurance chômage, donc deuxième aussi grande réforme structurelle, et puis derrière, eh ben oui, effectivement, il va falloir le courage d'engager ce qu'on appelle un peu la revue des dépenses publiques, peut-être s'interroger aussi, savoir si est-ce qu'on dépense bien. Parce que je constate dans un grand nombre de Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, qui sait mettre la pression sur les gouvernements et sur le locataire de Bercy, dit qu'il faut mieux répartir les dépenses publiques et un argent public mieux dépensé. C'est le dernier message qu'il a fait passer à On a des à exemples de politiques publiques où en Europe on dépense beaucoup, on est le pays qui dépense le plus, le logement par exemple, et on a une crise du logement, donc quelque part ça pose problème, quoi. Veut dire, est-ce que tous nos dépenses fiscales, dispositifs fiscaux, le Pinel, le PTZ, est-ce qu'ils sont bien adaptés? On pourrait aussi parler de l'éducation, où chaque fois qu'on considère qu'il y a un problème, il faut dépenser plus. Pourquoi? Et on a les plus mauvais classements PISA. En tout cas, on n'est pas dans les meilleurs. On n'est pas dans les meilleurs. Donc, quelque part, ça doit interpeller. Et derrière, donc, c'est toute cette réflexion. Est-ce qu'effectivement, on dépense bien, sans pourtant, plutôt que de dépenser plus, il faut dépenser mieux. Près de 4,5 milliards chaque mois. C'est ce qu'il faut. C'est ça la charge de la dette, un peu moins. 4 milliards, 3 et quelques. Jézabel Coupet-Soubeyran. Il a raison, Bruno Le Maire. C'est de l'argent perdu pour les transformations dont vous parliez tout à l'heure. Mais c'est de l'argent associé au mode de financement de l'État aujourd'hui et depuis, si vous voulez, les années 70. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, les États avaient la possibilité de se financer par des avances de la Banque centrale. Et puis, on s'est dit que ce type de financement monétaire était inflationniste et qu'il fallait en passer par un financement de marché. Tout ça s'est inscrit dans une politique de libéralisation. Le financement sur le marché, c'est un emprunt obligataire qui a un certain prix qu'on appelle le taux d'intérêt. Alors c'est vrai qu'on a passé, si vous voulez, plusieurs années de taux d'intérêt très bas, voire négatifs pour certains États. Ce qui était une anomalie historique. Oui, c'est effectivement quand le prix de l'argent emprunté auprès d'investisseurs privés devient nul, voire négatif, oui, on peut parler de pathologie. Maintenant que les taux remontent, la charge de la dette remonte. Et si vous me permettez juste également de revenir sur les quelques éléments de langage, là encore. L'État n'est pas un père de famille. Et non, mais quand je disais ça tout à l'heure, je savais bien que c'est pas la même chose. Non, mais c'est très important parce que, si vous voulez, ça conditionne véritablement ensuite la vision du monde. Donc on gère pas un État comme on gère un budget familial. Et l'État n'est pas une entreprise. Mais quand même, pardon de vous interrompre, Christine Cardellan, ce changement de pied sur le coût de l'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui ont quand même flambé en un an. Oui, ils sont passés grosso modo de 0 à 4%. À 4%. Bon, est-ce que ça ne veut pas dire quand même que ce modèle d'endettement n'est plus tenable? Vous voyez ce que je veux dire? À quel point parce que là, on vient d'écouter le discours de politique générale du Premier ministre qui annonce un certain nombre de mesures, mais à quel point on peut engager des réformes, transformer un pays avec une charge de la dette aussi importante?
C'est vrai que c'est devenu indispensable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... là, je crois qu'en 2027, on aura une charge de la dette plus importante que les dépenses pour l'éducation nationale. Donc ça devient dramatique. On est très au-delà des dépenses de défense, de sécurité, enfin les dépenses régaliennes, voilà, et les dépenses... Donc effectivement, on est obligé de le changer. Alors tout à l'heure, vous faisiez allusion au fait que on n'utilise pas assez efficacement nos dépenses publiques. Je crois qu'il faut prendre modèle sur des pays comme la Suède, on l'a fait souvent, mais eux aussi, ils étaient à 62% du PIB. Leurs dépenses publiques étaient à 62% du PIB, et ils ont réussi à ramener à 48% en remettant à plat toutes les dépenses publiques. Alors, c'est vrai que c'est le logement, c'est l'éducation et c'est la santé, essentiellement. Si vous prenez l'Allemagne, en Allemagne, vous êtes aussi bien soigné, aussi bien logé et aussi bien éduqué, avec des budgets inférieurs. Alors pourquoi la France, est-ce qu'on a accumulé... Donc ça veut dire quoi? Il faut remettre à plat, et vraiment remettre à plat, voilà mais une fond, dépense qui sert à quelque chose ou pas, et quand ça sert à rien, on la supprime. Mais c'est presque le modèle à chaque fois qui est à remettre en cause. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste un changement de modèle. Il faut changer. Alors vous parliez du mot dette et du fait, vous disiez c'est super qu'on fasse un débat là-dessus parce que ça intéresse pas grand monde. Émilie, c'est pas non plus le thème préféré d'Emmanuel Macron. Alors non, pas un mot sur la dette. Lors de sa dernière conférence de presse, le grand rendez-vous avec la nation, le terme n'a pas été cité. Et si en 2018, Emmanuel Macron avait prévenu qu'il n'y avait pas d'argent magique, il a vite sorti le carnet de chèques. Crise des Gilets jaunes, 17 milliards d'euros en dépenses ou bien en suppression de recettes, comme l'annulation de la hausse de la taxe carbone, qui était le sujet originel de la discorde. On est passé à la crise sanitaire, 140 milliards d'euros, avec l'activation du « quoi qu'il en coûte ». Même chose, ou presque, pour la guerre en Ukraine, la crise énergétique et la hausse de l'inflation. Le tout pour arriver, comme on l'a dit, à une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, qui arrive à quasiment à 112% du PIB. Est-ce que ça veut dire que faire baisser la dette, ce ne serait pas forcément dans l'esprit du « en même temps » d'Emmanuel Macron? Alors, Emmanuel Macron avait tenté le coup en début de premier quinquennat. Je vous cite juste l'essai de la diminution de 5 € sur les APL, les allocations personnalisées de logement. Il l'a traîné ensuite comme un boulet, cet essai-là. Il s'était aussi fixé un objectif de moins 120 000 fonctionnaires qui a tout simplement disparu au moment des Gilets jaunes. Il n'en a plus parlé. En fait, plus que la réduction des dépenses, Macron mise sur la croissance et sur le plein emploi pour réduire la dette. Malheureusement, il se base souvent sur des projections qui sont très optimistes. Par exemple, il a fait des grands plans d'investissement. France 2030, France Relance à la suite des crises. Mais la croissance, elle stagne, donc ça ne produit pas plus. Et le chômage, qui était en forte réduction, commence à réaugmenter petit à petit. Alors, on l'a entendu, Bruno Le Maire tire régulièrement la sonnette d'alarme. Est-il forcément entendu? En tout cas, il y a de nouveaux risques de dérapage. Ah oui, sans action volontaire, difficile de réduire la dette. Et puis, les premières annonces de Gabriel Attal pour calmer la colère des agriculteurs, ça dessine un petit peu le retour du quoi qu'il en coûte. On a 50 millions d'euros par-ci pour le bio, l'arrêt de la hausse sur le gazole non routier, ça ressemble un peu aux gilets jaunes, et peut-être d'autres mesures, puisque on a dit qu'il y en aurait d'autres, le gouvernement a annoncé ça. La perfusion, finalement, elle a été dure à retirer après le Covid. La tentation de la réactiver, elle n'est jamais très loin. Étonnante pratique pour un président qui, au fur et à mesure, a acté un virage droitier pour son en même temps, réforme des retraites, immigration, uniforme. L'homme préfère l'axe marketing du père protecteur que du père fouettard, au risque de laisser un lourd héritage à son ou sa successeur. Didier Rambaud, l'argent public, c'est une drogue dure? Pour un gouvernement, pour un chef de l'État, ou même pour une société, on a du mal à s'en désintoxiquer. Une addiction. Oui. Ça l'est déjà un peu. Mais on n'y est pas. Non, je reviens un petit peu, parce qu'il y a eu de la bonne dette, je pense, pendant la crise Covid, parce que, quelque part, on a quand même assuré le salaire d'un... Je crois 13 millions de salariés durant cette époque. Il y a eu un plan de relance. On a découvert qu'on avait des sujets de souveraineté. Il n'y avait plus de médicaments. On ne fabriquait plus de médicaments dans notre pays. Donc ça a permis, effectivement, on va avoir une usine de paracétamol, d'ailleurs dans mon département en Isère. Donc je pense que ça a plutôt été de la bonne dépense, un peu une politique keynésienne, comme on dit. On a des industries qui se créent dans notre pays, plus de 300 usines, alors que ces dernières années, il y avait plutôt un solde négatif, des emplois industriels qui ont été créés. Donc je pense que ça a plutôt été de la bonne dette, à mon avis. Par contre, maintenant, effectivement, c'est sur le budget de l'État proprement dit, où il faut rééquilibrer entre les recettes et les dépenses. Christine Cardellan. Oui, quand on dit le quoi qu'il en coûte va-t-il revenir, mais il n'est jamais parti. Mais c'est ce que j'allais dire. En 2020, on a eu effectivement un déficit de 179 milliards et on va avoir en 2023 un déficit de 173 milliards.
C'est énorme, alors qu'on avait des déficits entre 70... Les boucliers tarifaires par rapport au coût de l'énergie, ils sont stoppés. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Oui, mais on voit que c'est impossible de sortir, de revenir au GNR. Pardon, je parle en même temps que vous. Pour les agriculteurs, il y a sans doute d'autres professions qui vont faire la même demande. Enfin, c'est pour ça que j'emploie le terme de drogue dure. C'est difficile de se désintoxiquer de ces nouvelles habitudes ou de ces anciennes habitudes surmultipliées. On a d'autres marges sur lesquelles on n'a pas parlé des niches fiscales, par exemple, aussi, sur lesquelles il y a beaucoup de travail. Oui, effectivement. Plus de 350 niches fiscales. Bon, est-ce qu'on est capable... Y compris pour les entreprises, d'ailleurs. Oui, le crédit d'impôt recherche. Et y compris pour les journalistes. Bon, il faut le dire. Cet argent public, il a aussi servi d'amortisseur de crise. Mais est-ce que ça ne nous cache pas une réalité ? Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous voulez, on ne peut pas tout faire avec des fonds privés, d'accord ? Et on a besoin de réaliser des transformations majeures, notamment face à la crise écologique, face aussi à la crise sociale. On est vraiment dans un contexte de polycrise. Face à cela... Ou question de souveraineté dont on parlait. Tout à fait. Et donc, on a besoin, effectivement, d'argent public. Oui. Alors, on a besoin, évidemment, de bien l'employer, mais on a besoin de savoir surtout comment le mobiliser. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer de le mobiliser par la dette ? Bon, on sent bien, si vous voulez, que les marges de manœuvre sont limitées. Est-ce qu'on peut mobiliser davantage de fonds publics par des augmentations d'impôts ? Bon, dans le contexte européen, on est encore quand même assez largement dans un contexte finalement de concurrence fiscale. On n'a pas du tout d'union fiscale. Là aussi, les marges de manœuvre sont assez limitées. Ce qui veut dire qu'on est sans doute, en fait, face à ce besoin de transformation et face à ce besoin de fonds publics, obligés de réfléchir à des alternatives. Inventer autre chose. Inventer autre chose. Ouais. Effectivement, je crois qu'on ne pourra pas financer l'intégralité de nos transformations par de la dette. On ne peut pas rajouter de la dette à la dette sans s'exposer à un risque d'insoutenabilité. Il faut de l'audace. Oui, mais alors on fait quoi ? On émet de l'argent qu'on ne remboursera pas. Enfin, parce que sinon, je ne comprends pas bien. Je crois qu'il y a pas mal, si vous voulez, de propositions à mettre en débat. D'accord ? Donc, je ne vais pas être nécessairement d'accord avec tout ce que je vais évoquer là. On ne peut pas faire toute la liste. On ne va pas faire toute la liste. Mais celle qui vous semble, vous, intéressante. On peut, par exemple, se demander si on ne peut pas faire face à la crise écologique comme on a fait face à la crise sanitaire et financière. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas demander aux États, donc, de réaliser des emprunts pour financer des investissements de transition et demander à la Banque centrale de s'engager à racheter, d'accord, aux investisseurs qui le souhaitent, ces titres d'emprunt finançant la transition. Ça, ce serait une forme de quantitative easing vert. D'accord ? On a fait du quantitative easing face aux crises financières, face à la pandémie. Est-ce qu'on ne peut pas en faire face à la crise écologique ? Alors, je vous suis interromps pas sûre que ce soit la meilleure des solutions, mais ça fait partie des choses en débat, par exemple. Il y a plein d'autres solutions. Si j'ai bien compris, c'est ce qu'Emmanuel Macron a évoqué. C'était à Davos, face aux patrons notamment des grandes entreprises mondiales, relancer les eurobonds, ces emprunts européens, pour financer les investissements d'avenir. On écoute. On a d'abord besoin d'avoir une Europe de l'investissement beaucoup plus forte. Pour moi, c'est une priorité. Tout ce que je vous dis sur le quantique, sur les clean tech et même sur la défense, c'est beaucoup plus d'argent. Et donc, il faut une stratégie de l'investissement qui doit marcher avec deux moteurs. Il faut plus d'investissements publics européens. Et donc, nous devons ouvrir une phase de nouveau réinvestissement, comme on l'a fait dans la crise Covid, et peut-être en osant à nouveau des eurobonds sur des priorités. La première ministre estonienne a eu le courage, dans un pays qui était plutôt réputé pour être frugal, comme on dit, de proposer des eurobonds pour l'industrie de défense et l'Ukraine. Allons-y sur des grandes priorités d'avenir, mais on doit investir beaucoup plus. Christine Cardellan, votre avis, ça avait marché effectivement au moment de la crise Covid, de la crise sanitaire ? Effectivement, c'est peut-être une bonne solution, mais parce qu'on a l'impression parfois que les États-Unis, par exemple, sont plus habiles que l'Europe pour manier ce genre d'outils. Je crois que vous avez fait un article un jour sur l'hélicoptère monnaie, ce qu'on appelle l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire le fait de distribuer directement de l'argent aux gens
plutôt que de le faire passer par divers organismes d'aide. Mais ça soutient la dépense, mais ça, c'est pas fléché si vous voulez je dis simplement que vers la transition. Vers les grands investissements de transformation. Je voulais simplement dire que les dogmes européens ne sont pas forcément toujours les bons. Ce que font en ce moment les États-Unis avec l'IRA, le fait de faire venir des investissements en échange d'aide, on l'a pas fait. Voilà, on l'a pas fait de manière aussi massive en Europe. Oui, effectivement. Les normes européennes, on en parle dans un instant, mais je voudrais vous entendre là-dessus sur cet emprunt européen. Il y a des pays où Emmanuel Macron, il faisait référence, d'ailleurs, les frugaux. Il y a quoi? Pays-Bas, Suède, Autriche, il m'en manque un, Danemark. Pas facile à convaincre. Il est en Suède en ce moment. Ça fait partie des objectifs de cette visite d'État. C'est clair, comme ça vient d'être dit, au lendemain de la crise sanitaire, c'est ce que l'Europe a fait. Je crois qu'il y a eu 750 milliards d'euros qui ont été injectés dans des plans de relance. Donc on voit bien un petit peu la continuité qu'Emmanuel Macron souhaite impulser. Mais quand il dit ça, ça veut dire qu'il est bien conscient qu'il n'a plus suffisamment de marge de manœuvre pour réformer et engager les réformes qu'il souhaite faire sans réussir à convaincre ses partenaires européens de relancer un grand emprunt? On est dans une Europe quand même, on n'est pas tout seul. Je sais bien, c'est pour ça que c'est compliqué. Donc il faut arriver à convaincre nos partenaires européens. Mais je pense que c'est... Et notamment les Allemands. Oui. Mais ça traduit bien la prise de conscience, effectivement, d'une impasse dans laquelle se situent les finances publiques. Donc avoir un emprunt européen, mutualiser la dette européenne, ça donnerait un petit peu plus de marge de manœuvre. Si la Banque centrale s'engageait à racheter les titres auprès des investisseurs privés, là aussi, ça augmenterait un petit peu les marges de manœuvre. Cela étant, tout ça reste de la dette et tout ça reste dans un cadre de capitalisme financier verdi qui ne change pas fondamentalement le modèle dans lequel on vit. Alors, les règles européennes, on va en parler tout de suite avec Quentin Calmet. Est-ce qu'on peut, s'il faut les garder, est-ce qu'on peut en sortir? Bonsoir Quentin. Bonsoir Thomas. Bienvenue à vous. 27 pays membres, évidemment, au sein de l'UE, qui doivent respecter des règles budgétaires qui sont strictes quand même. Voilà. Depuis 1997, effectivement, le pacte de stabilité et de croissance fixe les règles de discipline budgétaire. Les pays s'engagent à maintenir leur déficit sous la barre des 3% du PIB, leur dette publique inférieure ou égale à 60% de ce même PIB. Ces objectifs visent à faire en sorte qu'aucun pays ne laisse ses dépenses plomber ses voisins, surtout depuis que l'Union européenne partage une même monnaie commune. Alors certains pays, dont la France, sont loin de ces objectifs et ça relance le débat sur l'intérêt de ce pacte. Voilà, on en parle depuis le début de votre débat. Si on prend les 27 États membres, on voit que les pays du sud de l'Europe, avec la France, ont des dettes qui dépassent les 100%. Fin 2023, la dette de la France atteignait ainsi 111% du PIB. On le disait dans le sujet de Cécile Cixous. Ce sont au total 6 pays de l'UE qui ont dépassé cette barre des 100% du PIB. Il y a bien des sanctions qui existent. Thomas, des amendes peuvent être infligées aux pays membres jusqu'à 0,5% du PIB à verser auprès de la Commission européenne. La France a été ainsi épinglée entre 2007 et 2017, mais n'a jamais payé d'amende. Alors, il faut quand même préciser que depuis 2020, la crise du Covid, puis la guerre en Ukraine, ces règles, elles sont suspendues. Exactement. La Commission européenne a décidé d'activer une clause dérogatoire prévue par les traités pour suspendre temporairement l'application des règles européennes. Mais ce délai devait s'arrêter au 1er janvier 2024. Écoutez le commissaire européen à l'économie en mars de l'année dernière. Nous confirmons que la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance sera désactivée à la fin de l'année. Comme vous vous en souvenez, nous l'avons activée à la mi-mars pour la première fois, dans ces premières semaines dramatiques de la pandémie. C'était une décision sans précédent et c'était la bonne décision. Voilà, donc désormais, les pays membres doivent reprendre leurs économies. Mais dans le même temps, Thomas, l'Europe a décidé de réformer les règles du pacte de stabilité. Cela fait 1 an que la réforme a été lancée. L'idée est de prévoir des délais pour rétablir les comptes publics sur plusieurs années. Autre idée, des sanctions moins lourdes, mais appliquées cette fois-ci. Les ministres de l'économie se sont mis d'accord sur cette réforme des règles. C'était fin décembre, mais les différentes instances européennes, entre le Parlement, le Conseil et la Commission, ils doivent maintenant négocier. Ils espèrent aboutir avant les élections européennes. Merci beaucoup, Quentin. Alors, dans son discours de politique générale, ce mardi après-midi, Gabriel Attal a confirmé vouloir revenir à un déficit de 3% d'ici 2027. Christine Cardellan, tiens déjà, d'où ça vient? Pourquoi 3% ? Qui a décidé ça? Est-ce qu'il y a une logique scientifique, économique, ou est-ce que c'est politique? Je crois que c'était dans les années 80 à l'époque de Mitterrand, mais c'est un certain monsieur Abeille
Je ne sais pas si vous avez fait un article là-dessus il y a très très longtemps. Un certain monsieur Abeille, qui était un fonctionnaire au ministère des Finances. Oui. C'est lui qui a eu cette idée, qui a été reprise ensuite par le ministre. Un fonctionnaire français, oui. Oui. Non, c'est vrai. Vous creuserez, vous irez sur Internet. Est-ce qu'elles ne sont pas obsolètes, ces règles? Dire en beau. Oui, je pense qu'on pourrait y mettre un petit peu de l'assouplissement. Oui, je crois qu'effectivement, on se sentirait mieux, quoi, hein, en mettant un peu plus de... Est-ce que c'est un corset qui nous handicape et je reviens à ces transformations aussi importantes. Oui. On était censé les revoir, ces règles. On était censé les revoir en profondeur et en fait, elles vont demeurer. Et effectivement, c'est un corset budgétaire qui nous handicape pour les dépenses de transformation que l'on a à réaliser. Alors, je pense que ça n'empêche pas, si vous voulez, de se poser la question de savoir justement si il ne faut pas réfléchir à autre chose que la dette pour pouvoir financer ces dépenses de transformation. Mais clairement, si on avait des règles un peu plus qualitatives et un peu moins quantitatives que celles-ci, ça desserrerait un peu l'étau. Oui. Or là, on garde l'étau très serré et on n'a pas d'alternative. Donc les dépenses de transformation, eh bien, on ne pourra pas les faire. Sauf que Christine Cardinal, on le voyait très bien sur la carte. Forcément, les États en rouge, ils ont envie que les règles s'assouplissent. Oui, puis on ne les respecte pas. De toute façon, on ne les respecte pas, ces règles. Quand on dit 60% pour la dette et 3% pour le déficit, en fait, ce qu'on demande, c'est un chemin pour montrer qu'on s'achemine peu à peu vers le 3% de déficit, en partant de 5 ou 7 d'ailleurs. Et de même que la dette, elle va redescendre de 111% à 60%. C'est ce qu'espère en fait l'Europe en ressortant ces règles-là. Mais on ne les a pas respectées depuis tellement longtemps. On ne les respecte pas, mais ça organise une pression. Oui, oui, ça organise une pression, mais ça donne aussi une contrainte pour réfléchir, parce que on parle par exemple de la transition énergétique. On voit bien qu'on a un gros souci quand même devant nous pour financer. Et comme vous dites, il faut trouver des idées. On voit bien crise après crise, gilets jaunes et là, agriculteurs, que on n'y arrive pas. On ne peut pas taxer indéfiniment, ou alors il va falloir trouver une façon peut-être de protéger les plus modestes qu'on ne sait pas bien faire, on ne sait pas bien cibler en fait. Mais donc, le coût social de la transformation environnementale, il est énorme. Et quels que soient les 3% en Europe, on va être face à un problème qu'on ne sait pas gérer à l'heure actuelle. Il y a des rapports, le rapport Pisani-Ferry qui dit peut-être qu'il faudrait faire comme ça, peut-être cibler les plus riches, essayer de prélevoir. Voilà, ça coûte 60 milliarts. Donc la contrainte nous donne quand même... C'est le coût de la transformation environnementale. La contrainte, ce sont les investissements manquants chaque année pour financer 66 milliards par an, dont 34 milliards de fonds publics. La contrainte, de toute façon, qu'elle soit sur les 3% ou quoi, on va la voir, puisque ce mur-là, on l'a devant nous sur l'écologie. Mais autre chose, moi, il y a un point quand même que je trouve important, c'est qu'on avance toujours des politiques publiques, on les additionne. À chaque gouvernement, à chaque quinquennat, à chaque président. On n'a pas beaucoup d'évaluations. Moi, je sais que la Cour des comptes a fait une évaluation, par exemple, au moment du Covid, de tous les aides. Il y a eu quelques effets d'aubaine, pas tellement. Mais on ne fait pas ça beaucoup. Par exemple, sur les taxes d'apprentissage, sur les primes d'apprentissage, quelquefois, il y a des entreprises qui se font plus d'argent que le salaire de l'apprenti. On ne vérifie pas souvent. Les effets d'aubaine. Les dépenses, il faut les choisir, mais il faut les choisir en bonne et due forme. C'est-à-dire il faut savoir là où on dépense trop, pas assez, est-ce que c'est efficace? Et on ne le fait jamais, parce qu'on rajoute des couches, parce que c'est de la communication, je fais ci, je fais ça. Il y a quelques évaluations qui existent et dont on ne fait rien. Sur le crédit impôt recherche ou sur le CICE, il y a des évaluations qui montrent que ce n'est pas très créateur d'emplois, et pour autant, on maintient ces aides. Allez, on va parler parce que la question centrale du débat, on y a répondu au tout début, c'était la question de ce mot faillite. Il y a quand même, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais la question de la note de la France. La France, comment on est noté par ces fameuses agences de notation. Elles sont 3, Moody's, Standard & Poor's et Fitch Ratings, qui pèsent à elles 3 95% du marché. Pour l'instant, elles maintiennent la bonne note de la France. Alors, AA, c'est une bonne note. Si on essayait de faire une échelle de 1 à 20, ce serait un petit peu comme si votre copie au bac avait 18. Donc ça reste quand même sur une bonne note. Alors on n'est plus AAA comme le sont par exemple les Allemands ou les Hollandais qui ont la meilleure note, qui ont disons un 20 sur 20. Mais ça reste quand même une très bonne note et parmi les meilleures notes au monde. Donc c'est vrai qu'on aimerait un peu avoir le AAA, ce serait plus flatteur, mais on reste sur une très bonne note. Alors, on va expliquer pourquoi. Christine Cardinal, pourquoi la note de la France reste bonne? Comme il le disait, pourquoi on a encore ce AA? Pourquoi on a encore un AA avec 3 000 milliards d'euros? D'abord parce que les Français payent bien leurs impôts. Donc on sait que les recettes fiscales rentrent bien. Ce n'était pas le cas en Grèce, par exemple, au moment de la crise de la dette, parce qu'en Grèce, les armateurs ne payent pas leurs impôts et c'est eux les plus riches. Et les autres les imitent
à partir de là. Donc la France paye bien ses impôts. La France est aussi un pays riche. C'est-à-dire que si on prenait tout ce qui est sur les comptes d'assurance vie des Français, etc., on s'aperçoit qu'on pourrait sans doute rembourser, je crois, la part qu'on l'on doit à l'étranger, la part de notre dette qui est détenue par les étrangers, par exemple. Il y a une part importante de notre dette 47% de la dette oui, quand même, est détenue par des étrangers. Ça, c'est un record en Europe, parce qu'en général, en Italie, c'est plutôt 25%, et même aux États-Unis, c'est plutôt de l'ordre d'un quart de la dette. Oui, donc en France, c'est presque la moitié. Cet argent, ça rassure les marchés de se dire la France. Là, voilà, il y a des richesses qui sont là. Voilà, il y a des richesses qui sont là. Puis, troisième point, pourquoi les agences de notation nous font encore confiance ? Parce qu'il y a ce chemin dont je parlais tout à l'heure et que notamment Bruno Le Maire est là pour dire oui, on va réussir à limiter, à diminuer le déficit et à retomber la dette en dessous de 100%. La réforme des retraites, elle a été faite aussi pour rassurer les marchés, et notamment les agences de notation. Oui, c'est évident. Oui, voilà. On l'a pas beaucoup entendu à l'époque. Je le regrette beaucoup parce que je pense c'était un mot interdit dans la communication gouvernementale. Et oui, moi personnellement je regrette parce que ça aurait permis de mieux comprendre le pourquoi de cette réforme. Et puis pour compléter ce que Madame vient de dire, effectivement, on a encore la confiance des marchés financiers. On est un pays où on a un taux de chômage quand même qui a fortement baissé. On a un pays qui se réindustrialise quand même, par rapport à ce qu'on a connu il y a une dizaine d'années. Je le disais, plus de 300 usines. On investit dans des secteurs d'avenir, la batterie électrique, par exemple, et d'autres sujets. Bon, donc voilà pourquoi, effectivement, les agences de notation nous donnent encore de bonnes notes. Isabelle Coupet-Soubeyran, qu'est-ce qui se passerait si la note baissait ? Si vous voulez, cette info... Ça nous coûterait encore plus cher de rembourser la dette ? Oui, c'est-à-dire que... C'est cette spirale-là qui s'enclencherait ? L'information que produisent les agences de notation est utilisée par les investisseurs. S'il y a une bonne note, ils sont un peu moins exigeants en termes de coût de l'emprunt, donc de taux d'intérêt à payer par les États, que si la note est mauvaise. Si la note est mauvaise, eh bien ça signifie en fait un risque de non-remboursement plus grand, et les investisseurs, eh bien, face à ce risque, sont plus exigeants. Ce que tout ça traduit également, c'est finalement la pression à laquelle les États se soumettent lorsqu'ils empruntent sur les marchés financiers. Vous voyez que quand ils financent leurs dépenses en empruntant sur les marchés financiers, eh bien, ils sont obligés de se soumettre aux exigences du marché. C'est ça aussi qui doit nous amener finalement à penser à des alternatives. Est-ce qu'on peut réaliser toutes les transformations que l'on a besoin de réaliser en se soumettant à la pression des marchés? Les marchés sont changeants. C'est-à-dire que les investisseurs aujourd'hui restent tout à fait friands de titres de dette publique, mais demain, eh bien, ils peuvent très bien se montrer plus défiants. Bon, un scénario à la grecque pour la France, c'est à l'instant T inimaginable ? Sans doute pas pour la France, mais il faut réfléchir, si vous voulez, à la zone euro dans son ensemble. Il ne faut pas oublier qu'entre 2010 et 2012, on a été confronté à une crise des dettes souveraines qui aurait pu emporter complètement la zone euro dans son ensemble, c'est-à-dire qui aurait pu faire s'effondrer la construction européenne. On se soumet à ça, en fait. Alors, on a commencé à évoquer des pistes, des solutions. En voilà une. Pendant sa campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il proposait d'annuler tout bonnement la dette Covid. Christine Kerdelan, est-ce que c'est une idée folle et, ou, après tout, pourquoi pas ? Non, mais si elle était détenue par les Français, on pourrait dire on l'annule, donc hop, vos assurances vie, vous ne les reverrez jamais, etc. Mais ce sont des étrangers qui, comme je le disais, qui pour la moitié ont souscrit à nos emprunts. Donc si on ne les rembourse pas, eh bien, ils ne vont pas nous reprêter de l'argent à nouveau. Donc on ne va pas pouvoir, comme on n'est pas à l'équilibre, on a toujours besoin d'argent pour faire tourner l'État. Donc, pour bien comprendre, on enclencherait un cercle vicieux. Une spirale catastrophique. Oui. Alors, il ne s'agit pas de l'annuler. Pour les investisseurs privés, ce n'était pas ça la proposition d'annulation de la dette. D'abord, c'était une proposition d'annulation conditionnelle de la dette, c'est-à-dire à condition que les sommes annulées soient réinvesties dans la transition écologique. Et il s'agissait d'annuler la dette
en fait au bilan de la Banque Centrale Européenne, ou plus largement d'ailleurs au bilan consolidé de la Banque Centrale Européenne et des banques centrales nationales. Parce que la dette Covid, en fait, elle est au bilan de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Parce que, précisément, pour gérer la crise sanitaire, la Banque Centrale a racheté énormément de titres de dette publique. Donc elle s'est retrouvée créancière des États. Elle détient 30% des dettes publiques des pays de la zone euro. C'est totalement absurde d'effacer cette dette publique de l'ardoise de la Banque Centrale Européenne. Alors, ça dépend du moment, et deux, il est clair, si vous voulez, que on ne peut pas faire ça tous les 4 matins, d'accord ? C'est vraiment, c'est une solution exceptionnelle, mais effectivement, annuler des créances au bilan de la Banque centrale, à l'actif de la Banque centrale, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une perte pour la Banque centrale. Est-ce qu'une perte pour la Banque centrale, c'est grave ? Non, c'est pas grave, et heureusement que ça ne l'est pas d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, les banques centrales, dont la Banque centrale européenne, réalisent des pertes. D'accord ? Si ces pertes étaient graves, on aurait de quoi s'inquiéter. Donc, en fait, si vous voulez, tout dépend de la raison pour laquelle ces pertes sont réalisées. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne réalise des pertes parce qu'elle est obligée de rémunérer les réserves des banques. Eh bien, il vaudrait mieux qu'elle fasse des pertes pour nous aider à financer la transition écologique. Ce serait quand même une bonne chose. Mais ce n'est pas une solution, pérenne. Non, je voulais juste dire que je ne suis pas sûre que ce soit si simple. Je suis pas sûre que ce soit si simple. Pourquoi ? Je pense qu'il y aura effondrement de l'euro. Je pense que tous les pays qui font défaut sur leur dette, regardez l'Argentine, ils entrent dans une spirale. Il y aura effondrement de l'euro si on n'arrive pas à réaliser la transformation écologique et sociale. Vous vouliez intervenir là-dessus ? Non, c'est un mauvais message. Au niveau de l'opinion, à mon avis, le message est dévastateur. Parce que ça veut dire qu'il y a. Mais pourquoi ? Ne faisons plus d'efforts, finalement, de maîtrise de nos dépenses. Mais quel effort ? Continuons. Oui. Il faut faire un effort d'investissement, surtout. C'est cet effort-là, en fait, qu'on vous demande de réaliser. Oui, et le budget de l'État, on continue. On trouve comment financer cet effort d'investissement. Auprès de chaque citoyen, le message qui est passé, c'est-à-dire on est tous endettés, on rembourse un prêt pour un appartement. C'est un peu l'impression que ça donne, que Mélenchon sort sa baguette magique et efface la dette. Pas du tout. Je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie, si vous voulez, sur le pouvoir monétaire des banques centrales. Ce pouvoir monétaire des banques centrales, on a su le mobiliser face à la crise financière, face à la crise sanitaire. Eh bien, mobilisons-le face à la crise écologique. L'annulation conditionnelle des dettes publiques au bilan des banques centrales, ça fait partie des solutions. C'est sans doute pas la meilleure parce que c'est une solution ponctuelle. En revanche, le pouvoir monétaire de la Banque centrale, le fait que la Banque centrale, aujourd'hui, soit en capacité de subventionner les banques, c'est-à-dire de créer de la monnaie sans contrepartie financière, pourquoi est-ce qu'on ne développe pas ça précisément pour subventionner tout ce qu'on a besoin de subventionner dans les transformations à réaliser ? On a compris que vous n'étiez pas d'accord les uns les autres, mais Christine Cardellan, peut-être je reste et on va conclure là-dessus sur cet enjeu majeur de transformation de nos économies et des solutions à inventer. Elles sont pas si simples. Il y a par exemple Fabien Roussel qui proposait de taxer les super riches. On peut dire c'est communiste, sauf qu'à Davos, il y a 260 milliardaires et millionnaires qui disent mais taxez-nous. Des milliardaires américains en général. Oui. Alors vous avez écrit un livre sur les milliardaires plus forts que les États. Eux, ils veulent surtout pas donner leur argent aux États parce qu'ils considèrent que les États l'utilisent mal. C'est quoi leur logique ? Ce dont je parle en fait, c'est Bill Gates dans le domaine de la santé, c'est Zuckerberg sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est les 6 grands milliardaires américains. Et c'est pas forcément cela. Si Bill Gates a donné sa fortune pour la fondation, effectivement, il est en train de donner peu à peu sa fortune. Mais ceux qui demandent à être taxés, je veux dire, il y en a 260. Oui, c'est ceux qui c'est des milliardaires éclairés, j'allais dire. En France, vous aurez du mal à trouver des milliardaires qui disent on est prêt à payer davantage. Ils considèrent qu'en France, ils sont surtaxés, alors qu'aux États-Unis, ils sont beaucoup moins taxés. Donc, en échange, entre guillemets, ils redonnent un peu en philanthropie ce qu'ils ont économisé en impôts. Merci beaucoup. Et donc à découvrir dans le livre qu'on a vu s'afficher derrière vous. Et Jésabel Coupet-Soubeyran, je rappelle le titre du vôtre, Le pouvoir de la monnaie. On est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à demain 18h, 22h sur Public Sénat. Et puis je citais Fabien Roussel, justement, et le secrétaire national du Parti communiste sera demain matin. L'invité politique d'Oriane Mancini, il sera 8h dans la matinale de Public Sénat. Belle soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis sur un thème qui peut paraître aride, la dette. C'était passionnant. Merci beaucoup.